à ce webinaire pour vous présenter la trajectoire pour la communauté Lucie à horizon 2030. Donc, n'hésitez pas à réagir avec nous via la fonction chat et poser vos questions tout au long du webinaire via la fonction Q&R. Et nous aurons à la fin un temps d'échange justement pour répondre à ces questions. Voilà, je te laisse la parole, Alan, pour faire l'introduction. Très bien. Bonjour à tout le monde. Très heureux de vous retrouver 5 semaines après la Convention Lucie qui a été très riche cette année, malgré les conditions un petit peu particulières. Donc, je vais faire une introduction très rapide pour rappeler un petit peu ce qu'on est en train de faire ensemble. Donc, si tu peux passer la première slide, Salia. L'idée, effectivement, c'est de travailler très fortement sur, tu peux appuyer plusieurs fois sur le petit bouton, très fortement sur la résilience. Voilà, et donc vous voyez comment dirais-je, on peut fabriquer le mot résilience avec RSE au début. Il suffit de modifier l'ordre de 2 lettres. Vas-y, appuie encore. Et donc, on a 2 significations dans ce mot résilience qui est un peu employé à toutes les sauces, mais qui, de mon point de vue, est le plus adapté pour ce que nous avons à faire dans les années qui viennent. La première chose, vas-y, appuie sur le bouton, c'est nous adapter pour accroître la pérennité du monde qui nous entoure, sachant que cette pérennité, elle diminue à grande vitesse et c'est un vrai sujet de préoccupation pour tout le monde. Et il n'y a pas là-dedans que les questions de réchauffement climatique, il y a plein d'autres choses. Et puis, l'autre point, c'est, appuie sur le bouton s'il te plaît, c'est de nous adapter, effectivement, d'adapter les entreprises à des changements qui vont avoir lieu. On le sait très bien, puisque ne serait-ce que pour parler que du réchauffement, mais encore une fois, ce n'est pas le seul sujet. Les trajectoires qui sont annoncées sont des trajectoires de réchauffement relativement préoccupantes. Voilà. Maintenant, donc, l'idée, si vous voulez, c'est que nous sommes le premier label de RSE en France. Et parce que nous sommes un label pionnier en matière de responsabilité sociétale, premièrement. Deuxièmement, parce que nous prônons une RSE exigeante et transformative, c'est-à-dire qu'ayant mis en œuvre la RSE comme nous l'entendons, l'entreprise, après son projet RSE qui aboutit à la labellisation Lucie, n'est pas identique à l'entreprise telle qu'elle existait au départ. Il y a une grosse transformation. Pour ces raisons-là, nous faisons la course en tête et donc on doit montrer l'exemple. On doit mettre la barre plus haut. Et c'était un petit peu la thématique de notre convention sur la résilience. Voilà. Donc, une autre façon de le dire, c'est est-ce qu'on peut être labellisé Lucie? Peut-on considérer durablement qu'il est envisageable d'être labellisé Lucie alors qu'on ne respecte pas les accords de Paris? Voilà. Je rappelle que la France ne respecte pas les accords de Paris, c'est-à-dire de la COP 21 de 2015, que hors effet Covid, bien sûr. Pour y parvenir, il faudrait réduire les émissions de gaz à effet de serre tous les ans de 4%. On n'y est pas. Et la question est, est-ce que nos entreprises y sont? Voilà. Et si nos entreprises n'y sont pas, peut-on se déclarer entreprise vertueuse en matière de responsabilité sociétale alors qu'on est dans cette situation? Bien. Donc, les ateliers du 5 novembre ont produit des propositions justement pour mettre la barre plus haut. Et on voit à quel point c'est très important. Et on va voir aujourd'hui comment on peut donner suite à ça pour bien stabiliser tous ces objectifs d'une feuille de route 2030. Il est clair que le 5 novembre, ça a fusé dans tous les sens. Et donc, on a beaucoup de matière. Maintenant, ensemble, il faut qu'on arrive à clarifier les choses, à trier, à mettre en avant ce qui mérite d'être en avant. On a fait au sein de l'agence une partie de ce travail, mais on continue de souhaiter le faire avec vous tous et vous toutes pour que ce soit vraiment une démarche de communauté. Voilà.
tu peux passer, voilà. Je rappelle hein, que très rapidement, nous sommes dans les 1% des entreprises fortement engagées en RSE. Donc ça, c'est une source de satisfaction. Il y a encore 70% des entreprises en France qui ne savent pas très bien ce que c'est que le développement durable et la RSE. Donc, il y a un énorme boulot pour gravir cette montagne. Voilà. Et simultanément, si on regarde la page suivante, eh bien, on arrive, sans faire de grands calculs très complexes, on arrive très, très facilement à la conclusion que si toutes les entreprises françaises avaient le niveau des entreprises engagées dans une démarche RSE réelle et sérieuse, c'est-à-dire comme nous, comme la communauté Lucie, eh bien, il faut encore, malheureusement, il nous faut toujours 2 planètes. Voilà. Donc, tu peux appuyer sur le bouton. Voilà. Et c'est très facile à comprendre. Hein. Au point de départ, nous sommes des entreprises comme les autres. Nous rentrons dans une démarche de labellisation Lucie. Nous faisons des efforts très importants pour effectivement obtenir la labellisation. Mais si on regarde les impacts environnementaux, on a vite fait le tour de ce que l'on a réussi à faire en moyenne dans la communauté depuis entre le moment où nous avons démarré le processus et le moment où nous avons été labellisés Lucie. En moyenne, nous n'avons pas, certains l'ont fait, mais en moyenne, nous n'avons pas réduit notre consommation d'énergie, de matières premières, d'eau, etc., de plus de 30%. Donc on a toujours besoin, effectivement, par voie de conséquence, on est toujours au-delà d'un fonctionnement dans les limites de la planète. Et bien sûr, ça ne pourra pas durer indéfiniment. Donc nous avons un rôle, parce que nous sommes quand même beaucoup plus avancés que les autres, nous avons un rôle à ouvrir la voie, à montrer le chemin, à montrer que c'est possible, etc. Voilà. Donc on regarde la page suivante. Vous vous souvenez, j'avais formulé ça de manière un petit peu imagée, hein, mais qui est en même temps un objectif stimulant de mon point de vue, être la première communauté mondiale d'entreprises neutre en carbone. Voilà, la première communauté qui puisse revendiquer une innocuité sur la biodiversité. Le terme d'innocuité voulant dire, bien sûr que j'ai un impact à partir du moment où j'existe, j'ai un impact sur les choses et sur la biodiversité. Maintenant, il y a des impacts où la biodiversité vous répond même pas mal, et il y a des impacts où elle vous dit « je meurs ». Voilà. Et on est dans la situation où elle nous dit « je meurs ». Donc, il faut revenir à une innocuité. Et puis, même chose sur tout ce que nous avons comme impact sur la nature, c'est-à-dire l'idée générale étant de laisser les lieux dans l'état où on les a trouvés au départ, voilà, et de rendre à la nature ce qu'on lui a emprunté. Voilà. Alors, il y a un terme qui circule de partout en ce moment et c'est très irritant. Beaucoup d'entreprises, y compris des confrères, des labels confrères, qui se revendiquent comme représentants des entreprises à impact positif. Bon, c'est pas correct de dire ça parce que quand on a une empreinte écologique qui est de 2 à 3 planètes, on ne peut pas dire qu'on a un impact positif. Et donc, on va devoir, dans le cadre de ce que nous sommes en train de faire en ce moment ensemble, définir ce qu'est une entreprise à impact positif. Par exemple, hein, voilà, on pourrait dire c'est une personne morale, une entreprise d'ailleurs, ou une collectivité ou une association, voilà, tout acteur économique, une personne morale qui crée de la valeur sociale nette, comment dirais-je, dans le cadre d'une innocuité environnementale. Et ça, c'est important qu'on arrive à le faire valoir parce que sinon, effectivement, toutes les entreprises qui commencent à mettre en place une démarche RSE, de quelle que soit sa couleur ou la formule ou le label utilisé, peuvent dire « Ah, je réduis mes externalités négatives, donc j'ai un impact positif ». C'est un peu facile. Voilà. Et puis, pour arriver à faire tout ça, il faut le mesurer. On sait mesurer tout ça. Et donc, on pourra effectivement mesurer le chemin parcouru avec des indicateurs de synthèse qui permettent de voir si on a progressé d'une année sur l'autre.
Voilà. Parce qu'aujourd'hui, vous savez très bien ce que c'est, hein, des indicateurs environnementaux, on en a plein. Et donc, si on s'améliore sur l'un et qu'on se dégrade sur l'autre, bah, on ne sait pas vraiment dire si on a progressé au global du point de vue de notre empreinte environnementale. Aujourd'hui, avec des indicateurs de synthèse, on est capable de faire ça. Je ne vais pas développer ça maintenant, mais effectivement, ça fera partie de la feuille de route. Voilà. Alors, en dernier point, et je passe la parole à Salia, si tu peux passer la page suivante. Donc, on a, nous, une possibilité, effectivement, parce qu'on fait des choses, et c'est très important, de montrer que le champ des possibles pour la progression sur ces questions de réduction des externalités sociales et environnementales, montrer qu'il y a une foultitude de possibilités. Voilà. Et donc, c'est important de montrer ça pour donner envie, vous avez vu tout à l'heure, hein, aux 70% des entreprises et même des entités non marchandes qui n'y sont pas encore. Voilà, rappuie sur le bouton s'il te plaît. Et ça, le champ des possibles, il est immense sur tous les sujets que l'on traite dans le cadre de la RSE, c'est-à-dire l'économie de fonctionnalité, l'innovation frugale, les low-tech, et j'en passe. Voilà. Et l'idée générale, c'est que, posons-nous la question, hein, si nous, on ne fait pas ça, qui va le faire? Si nous, on ne fait pas ça, qui va le faire? Parce que tout le monde autour de nous, et ce sera mon dernier point, tout le monde autour de nous dit il faut changer, il faut changer, il faut changer. On est dans un océan d'incantations. Voilà. Nous sommes une communauté qui agit et c'est un point qui nous différencie et c'est là-dessus qu'il faut effectivement qu'on capitalise. Voilà. Alors si on regarde mon dernier slide, excusez-moi, j'ai mon téléphone qui sonne et j'en suis pas tout près. Je vais le laisser, je suis désolé. Vas-y, appuie sur le bouton, s'il te plaît. Voilà, c'est fini. Et donc, voilà mon dernier point avec l'association Alurso, qui est l'association des labellisés, qui est actionnaire de l'agence. Au passage, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour devenir membre de Alurso, et ça prend tout son sens dans ce que nous sommes en train de faire ensemble aujourd'hui. On est en train de réfléchir à la possibilité de faire mouvement. Alors faire mouvement, pas au sens militaire du terme, hein, mais faire mouvement au sens créer un mouvement, mais un mouvement qui ne se contentera pas justement de l'incantation, qui va d'abord faire, et ensuite qui va pouvoir dire aux autres quoi faire et leur montrer. Voilà. Montrer aux autres comment faire parce que nous l'aurons déjà fait. Voilà. Et ce mouvement aura d'autant plus d'impact qu'il démontre ce que c'est possible, alors que vous avez autour de nous beaucoup de gens, effectivement, qui passent leur temps à réfléchir, et ce qui est bien par ailleurs, hein, c'est pas la question, mais et à dire il faudrait. Bon, allez, oh. Nous on fait, voilà, on progresse. On s'inscrit dans une trajectoire très ambitieuse et ensuite on explique aux autres comment ils peuvent le faire avec nous. Voilà. Et c'est ça le gros changement. Et nous, on est quasiment les seuls à pouvoir faire ce genre de choses. Et donc, tout le travail qu'on fait ce matin va dans ce sens-là. Et on va voir que bientôt, on sera capable d'afficher une feuille de route vraiment ambitieuse parce qu'on y aura tous travaillé. Un dernier point, c'est que nous avons ouvert, vous le savez, cette année, la base de données Lucifer. Toutes les pratiques qui permettent de nous inscrire dans la trajectoire ambitieuse dont on va parler, eh bien, ces pratiques-là, il faut qu'on les mette dans la base Lucifer pour en faire profiter tout le monde. Voilà. Et j'insiste un petit peu là-dessus parce que pour l'instant, les membres de la communauté Lucie qui ont un accès gratuit à la base Lucifer n'y déposent que très peu de leurs bonnes pratiques. Là, il faut qu'on mette le paquet là-dessus, c'est-à-dire on présente l'ambition et on présente aussi les solutions et c'est comme ça que tout le monde va nous suivre. Voilà. Donc, merci beaucoup de votre attention, merci de votre participation. Nous sommes une centaine là au moment où je parle et c'est une source de satisfaction, bien évidemment, parce que ça veut dire que le mouvement est enclenché. Et donc, je passe la parole à Salia maintenant. Merci beaucoup, Alan, donc pour cette introduction.
Donc, pour ma part, je vais dans la continuité vous expliquer pourquoi nous avons voulu cette trajectoire, la continuité de ce que vient de dire Alan, et puis vous faire aussi un bilan, un retour sur ce qui s'est passé lors de la convention le 5 novembre dernier, puisque vous n'avez peut-être pas tous été là et vous n'avez peut-être pas tous participé. Donc pourquoi cette trajectoire Lucie 2030? Eh bien, comme l'a bien expliqué aussi Alan en introduction, aujourd'hui, les enjeux, les défis sociaux et surtout environnementaux sont là. Ce n'est plus une théorie ou des risques qui sont immatériels. Ils se présentent vraiment à nous aujourd'hui à travers le changement climatique, le climat qui a déjà commencé à changer avec des impacts sur déjà les activités et l'économie. La crise sanitaire avec une pandémie qui a pour origine en fait la dégradation de la biodiversité. Donc aujourd'hui, il est plus qu'urgent de passer à l'action. Et donc nous avons aujourd'hui une fenêtre de tir étroite, mais on peut encore changer les choses et il ne faut pas rater cette fenêtre de tir pour vraiment se mettre en mouvement et passer à l'action et devenir à horizon 2030 des organisations au sein de la communauté Lucie qui soient résilientes. Donc, c'est pour ça que nous avons voulu définir cette trajectoire pour vous et avec vous. Ça se fera de manière vraiment participative, coopérative, et c'est ça qui fera toute la richesse et l'intérêt de la démarche. Ce qu'on vise aussi, c'est vraiment vous donner des outils, des clés pour passer à l'action, pour progresser, pour mettre en œuvre, parce que c'est important, c'est des sujets parfois complexes. Donc, c'est important que vous puissiez, à travers cette trajectoire, avoir les outils qui soient nécessaires pour mesurer, pour mettre en place des actions, pour progresser vraiment concrètement. Et puis, faire en sorte que vous deveniez une communauté fer de lance qui inspire et qui donne envie aux autres acteurs de s'engager dans la résilience à horizon 2030. Alors, ce nuage de mots pour vous dire un peu l'état d'esprit dans lequel on va envisager cette trajectoire Lucie 2030. C'est une trajectoire qui se doit être ambitieuse pour justement inspirer et donner envie à tous les autres acteurs de s'engager et de créer vraiment un mouvement d'entraînement. Donc pour que la communauté Lucie devienne des organisations résilientes et donne aussi envie aux autres et donne aussi, inspire à travers ce qu'elle fait, l'envie de s'engager aussi dans cette voie. Mais surtout, ça va être de le faire de manière réaliste, de manière responsable, sans greenwashing. C'est-à-dire que ce qu'on va dire, on va vraiment le faire et ce ne sera pas juste du discours et de l'intention. Et ce qu'on va dire, c'est vraiment en ayant pris vraiment conscience de ce que ça implique pour son organisation. C'est-à-dire de transformer ses activités, de transformer ses produits et services, de changer son modèle économique. Donc, c'est tout cela que nous voulons à travers cette feuille de route et on va vous accompagner et donc pour que ce soit une réussite pour la communauté Lucie et toutes les parties prenantes de la communauté Lucie. Alors, un retour un peu, un bilan sur ce qui s'est passé le 5 novembre dernier. Donc, on a de manière, du coup, dans l'esprit participatif, on a dessiné cette première trajectoire, commencé à dessiner cette première trajectoire avec la communauté Lucie à travers 4 ateliers thématiques, donc 4 trajectoires, énergie-climat, qui a été animé par des membres de l'association des Shifters, qui est une association du Shift Project. Nous avons eu un atelier également matières premières qui a été animé par Samuel Sauvage et Lorraine Moirou sur les matières premières. Ensuite, biodiversité animée par Vanessa Logeret et Gilles Boeuf, donc qui a participé et qui est un expert reconnu en matière de biodiversité. Et la trajectoire richesse humaine avec Martin Richer, qui est un autre expert sur la partie
sociales avec qui nous travaillons régulièrement sur ces sujets, et Nathalie Lange, qui est une consultante partenaire ambassadrice de la communauté Lucie. Alors, quelques chiffres. Donc, comme vous l'avez vu, on a 4 trajectoires, 4 thématiques. On a eu environ une centaine de participants aux ateliers, donc c'était vraiment très satisfaisant de voir la mobilisation de la communauté Lucie dès le 5 novembre. Et ça a été très productif puisqu'on a eu plus de 800 idées qui ont été partagées. Donc, ça a été fait en intelligence collective avec un outil participatif. Donc, ça a été très, très riche. Et aujourd'hui, on va pouvoir... en tout cas, on a fait ce travail de synthèse pour pouvoir vous présenter ce qui est ressorti de ces ateliers. Donc, les 4 thématiques, comme vous l'avez vu, avec les pictogrammes pour que vous puissiez les visualiser rapidement. Donc, climat, énergie, matières premières, biodiversité et richesse humaine. Donc, suite à la convention du 5 novembre, on a souhaité consulter la communauté Lucie parce que vous n'avez pas tous pu participer le 5 novembre. Vous étiez quand même 220 participants le matin et une centaine l'après-midi, donc c'était déjà super. Mais on a voulu quand même consulter vraiment largement la communauté Lucie. Donc, on a lancé une enquête, donc un questionnaire suite sur la base de ce qui a été produit lors des ateliers, sur les enjeux, pour vous interroger, vous demander votre validation sur ces enjeux, sur leur pertinence, sur leur niveau de priorité pour vous. Donc, cette consultation, elle est ouverte jusqu'au 31 décembre. Donc, on vous invite vraiment à y participer largement pour qu'on puisse avoir un retour et que ce soit vraiment représentatif de la vie générale de la communauté Lucie. Donc, à travers cette consultation et par la suite, on vise un objectif d'impliquer minimum 10% de la communauté Lucie pour que ce soit vraiment significatif. Bien sûr, on espère que vous serez beaucoup plus nombreux, mais voilà. Donc, il faut quand même une bonne partie de la communauté Lucie pour pouvoir donner corps à cette trajectoire à horizon 2030. En tout cas, des premiers résultats de cette consultation, résultats positifs, c'est que vous êtes à 100% prêts à intégrer la trajectoire à vos démarches RSE. Et on a eu déjà quelques témoignages très encourageants et enthousiastes que vous voyez ici de l'UNI et de Baker Tilly Strego. Donc, un grand merci à eux. Et cette belle citation que nous aimons beaucoup et qui inspire bien, qui résume bien en tout cas l'état d'esprit dans lequel nous voulons envisager cette trajectoire, c'est que tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Donc c'est à travers cette création d'une dynamique collective que nous allons aller plus loin et donc atteindre, nous l'espérons, ces objectifs à horizon 2030. Donc maintenant, je vais pouvoir passer la parole aux personnes qui vont être les pilotes, qui vont par la suite piloter en fait les 4 trajectoires et donc tout le travail qui va être fait sur ces 4 trajectoires, à savoir tout d'abord Pauline qui va vous présenter donc les résultats de l'atelier énergie-climat et qui sera par la suite la référente sur cette trajectoire. Ensuite, il y aura Lorraine Moiroux, qui va vous présenter ce qui l'on est ressorti sur les matières premières. Ensuite, Michael sur la partie biodiversité et enfin Héloïse sur les richesses humaines. Et donc, je passe la parole du coup à Pauline. Merci beaucoup, Célia. Alors, bonjour à tous. Effectivement, je vais vous présenter un peu ce qui est ressorti des ateliers climat qu'on a pu mener pendant la convention, donc le 5. Alors, l'idée, les ateliers climat ont été un peu articulés d'une façon différente des autres ateliers, puisque, comme vous le savez, on a déjà des objectifs qui ont été fixés, notamment par les accords de Paris. Donc, les objectifs et les objectifs des enjeux énergie et climat étaient déjà plus ou moins dessinés en amont des ateliers. L'idée, évidemment, avec la communauté, c'est de pouvoir contribuer à la neutralité carbone à horizon 2050 en réduisant les émissions de gaz à effet de serre à horizon 2030 dans un premier temps, avec un objectif de moins 50% sur les émissions de gaz à effet de serre.
Donc ça, c'est un premier objectif qu'on s'est fixé. Et l'articulation, tu peux passer à la slide d'après, merci. L'articulation des ateliers, c'était du coup surtout de travailler à l'identification des enjeux qui étaient prioritaires pour atteindre ce grand objectif et cette ambition à l'horizon 2030. Donc concrètement, comment s'est articulé l'atelier? Dans un premier temps, l'idée, c'était d'analyser les failles et atouts de l'entreprise aujourd'hui. Qu'est-ce que fait mon entreprise et quels pourraient être les atouts pour réduire l'impact climat et énergie? Donc, l'idée, c'était vraiment de faire une vision à l'instant T de ce qu'on voit sur cette thématique-là, pour par la suite pouvoir se projeter, identifier quels sont, dans un premier temps, les risques sur le climat et l'énergie qui sont liés aux activités que mène l'organisation, et puis pouvoir se projeter dans un troisième temps, du coup, sur à quoi ressemble mon entreprise en 2030, quelles sont les actions que j'ai mises en place ou que mon entreprise a mises en place pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, quelles sont potentiellement les activités que mon entreprise a abandonnées, qu'elle mène aujourd'hui mais qui ont des trop gros risques pour les enjeux climatiques et qui ont donc été abandonnées. Et évidemment, se poser la question de comment concrètement j'ai réussi à impliquer ma direction, impliquer mon management pour qu'on puisse mettre en place ces actions, abandonner certaines et avancer pour la réduction des impacts environnementaux, en tout cas sur le climat et l'énergie. Voilà. Et puis évidemment, on a fini par faire une conclusion qui recoupe un peu le nuage de mots que vous avez vu en introduction que Salia vous a présenté. L'ambition était vraiment de décrire mon entreprise en 2030 en un mot. Et comme vous le voyez, l'idée, c'est vraiment d'avoir une entreprise à l'image de la communauté qui soit ambitieuse, qui soit positive et qui ait la volonté de réduire l'ensemble de ses impacts. Voilà. Donc, je vais vous présenter un peu les risques qui ont été analysés, qui ont été identifiés dans un premier temps, puis je vous montrerai les différentes actions qu'on a pu identifier pour réduire ces risques et notre impact. Donc, les risques sur le climat et l'énergie pour les entreprises et les organisations, elles sont de deux sortes. Vous avez dans un premier temps, donc sur la gauche, ce qui est en rouge, des conséquences qui vont être directement liées au changement climatique. Et puis on verra dans un deuxième temps, il y a des impacts qui vont être indirects et des contraintes qui vont être liées à l'effort qui va être mené par les organisations pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc, dans un premier temps, les conséquences directes liées à ce changement climatique, on identifie évidemment fragilité des infrastructures face à des conditions extrêmes, et notamment le réchauffement climatique, les outils de production, le réseau d'électricité, etc. On retrouve aussi les difficultés d'approvisionnement en eau, en matières premières avec des raréfactions, et puis des vulnérabilités avec les fournisseurs, notamment des fournisseurs qui seraient des fournisseurs à l'import-export, à l'international, et qui du coup vont avoir un impact très fort sur le changement climatique. Des difficultés financières pour les clients et puis de la baisse liée à la baisse de consommation, et de la perte d'attractivité pour les organisations qui n'auront pas mis en place de démarches pour devenir plus propres, entre gros guillemets. Donc l'idée de se dire, évidemment, il y aura une attractivité vers les organisations qui auront mis des démarches pour réduire leur impact environnemental et un gros risque pour les autres. Donc ça, c'est les impacts qui sont directement liés, donc je vous le disais, au changement climatique, et puis des contraintes qui vont être liées aux efforts que vous retrouvez à droite, en vert, avec la hausse des coûts significatifs sur le carbone, sur l'énergie évidemment, et sur le surcoût de l'énergie décarbonée, des coûts d'approvisionnement qui vont être grandissants également, sur la partie logistique évidemment, des coûts grandissants et puis des durées de transport qui vont être augmentées, des nouveaux investissements qui vont être nécessaires pour les organisations, des coûts de gestion de fin de vie des déchets, des équipements et des produits qui vont sûrement être grandissants et qui le sont déjà, une baisse de compétitivité, et puis des baisses des coûts de captation et de stockage qui vont être grandissants, et une baisse de confort et de facilité, voire de productivité pour les équipes en interne des collaborateurs face à ce changement et ce réchauffement climatique. Voilà. Et donc la deuxième étape, donc une fois qu'on a analysé ces risques, c'est de se dire qu'est-ce que mon organisation va concrètement mettre en place et comment on va pouvoir avancer pour réduire ces émissions. Et là, donc, vous voyez ici les post-it qui sont
post-it qui ont été tirés, des ateliers qui ont été menés, on a pu dégager de ces ateliers le fait qu'on voit s'articuler des actions qui sont à l'ensemble des étapes du cycle de vie des biens et services des organisations, avec dans un premier temps le bilan carbone, une nécessité de faire son bilan carbone, savoir où on en est aujourd'hui, et puis des idées qui ont été annoncées. Donc vous voyez les idées en rouge sur des changements profonds de l'organisation et des métiers, en orange des changements coûteux et plutôt sur le long terme, en tout cas long à mettre en œuvre, et puis en vert des changements un peu plus faciles. Vous voyez sur le bilan carbone, on retrouve des idées comme par exemple un compte carbone individuel, c'est très intéressant, qui permettrait de se dire je ne peux plus travailler tant que si je dépasse mon quota, ou alors je n'ai plus le droit de consommer tel ou tel bien, etc. Donc avoir un quota carbone sur une durée déterminée, évidemment, des bonus-malus fiscaux par rapport au bilan carbone, pouvoir avoir, par exemple pour les banques, des financements de projets à bilan carbone négatif. Et puis sur la partie conception, évidemment, on en parle aussi sur l'analyse du cycle de vie, de l'éco-conception qui a été identifiée comme un levier fort, et puis de la conception en low-tech ou en slow-tech. Une fois qu'on a identifié cette partie bilan carbone et production, on a aussi identifié un levier qui serait sur les achats et la relocalisation, avec évidemment de la relocalisation des approvisionnements, avec des circuits plus courts d'approvisionnement, de la mutualisation des achats, pourquoi pas de la localisation et des prêts interentreprises pour faire de la mutualisation, de la réduction géographique des marchés aussi, qui est très liée à l'approvisionnement. On a ensuite une grande thématique sur la consommation énergétique, avec pourquoi pas une idée de réutilisation des batteries usagées pour éclairer les locaux, des tâches qui seraient organisées en fonction de la météo, des saisons à l'intérieur de l'organisation, du passage au LED. Et ça, c'est en vert, puisqu'évidemment, c'est assez rapide à faire. Une autonomie énergétique et la fin des énergies fossiles. Évidemment, de la performance énergétique pour les bâtiments, avec de l'isolation pour réisoler les bâtiments pour une baisse des consommations énergétiques. On a également pu identifier une thématique sur le numérique responsable, évidemment qui est une thématique qui nous tient à cœur également, puisqu'on a aussi, vous le savez sûrement, un label sur cette thématique. Donc l'idée, ça va être, ici on a identifié des leviers comme l'achat de matériel informatique reconditionné, par exemple, ou en tout cas des soit adaptés aux besoins des collaborateurs, donc avec une identification des besoins en amont, de la réparation du matériel avant de réacheter, la création d'un référentiel pour améliorer la responsabilité dans les data centers spécifiquement, pourquoi pas, des solutions en location et non en achat, donc qui recoupent aussi ce qui a été dit en amont. Voilà, donc différentes solutions sur la thématique numérique responsable. On identifie aussi un enjeu sur la mobilité avec transition du parc auto, évidemment un plan de mobilité qui serait mis en place, du covoiturage, plus de télétravail, avec un gros questionnement par rapport au numérique responsable qui pourrait être traité aussi, mais voilà l'idée de travailler aussi à distance et de réduire les déplacements. Et puis évidemment sur la fin du cycle de vie, la fin de vie des équipements, et sur le recyclage, on recoupe avec l'économie circulaire, le zéro déchet, et puis la réorganisation totale et globale en fonction des postes de travail qui a été mis ici, qui est une idée additionnelle. Et voilà, l'idée, ce serait de travailler du début jusqu'à la fin de l'analyse du cycle de vie sur l'ensemble des impacts que peut générer une organisation. Merci Célia. Et du coup, en est ressorti six grandes thématiques qui sont les mêmes que celles que je viens de vous présenter et 6 enjeux principaux sur lesquels on va pouvoir travailler ensemble pour réduire nos impacts. Évidemment, sur la partie bilan carbone, qui sera la première étape pour identifier où est-ce qu'on en est aujourd'hui et identifier les leviers pour baisser les émissions de gaz à effet de serre. Donc évidemment, l'indicateur clé, ce sera les émissions de gaz à effet de serre, avec l'objectif, comme on l'a présenté en introduction, de réduction de 50% d'ici à 2030 pour une contribution à la neutralité carbone à horizon 2050. Les achats et la relocalisation. Et là, vous trouvez des indicateurs clés, une liste non exhaustive, mais par exemple, le pourcentage du Made in France, le pourcentage des fournisseurs locaux, les pourcentages de matériel reconditionné, par exemple. Sur la mobilité, on va pouvoir étudier les émissions qui seront liées à la mobilité des personnes dans l'organisation. Et ici, on a identifié des objectifs, alors des objectifs
qui ont été identifiés dans la stratégie bas carbone de réduction de moins 28% des émissions en 2030. Évidemment, des objectifs qui sont très relatifs au secteur d'activité, hein, et ça on pourra revenir, mais évidemment il y aura du travail qui sera mené en fonction des secteurs d'activité. On s'appuie ici aussi sur les rapports du GIEC qui annoncent une nécessité de réduire d'au moins 50% à horizon 2030 l'impact de la mobilité sur la production de gaz à effet de serre, l'impact climat. Ensuite, la thématique énergie, avec évidemment le pourcentage d'énergie verte, la réduction des consommations d'énergie, évidemment. Et là, vous retrouvez 32%, un objectif qui pourrait être fixé à 32% d'énergie renouvelable. Le GIEC annonce 80% en 2050, 25% d'efficacité énergétique, une réduction de 30% des émissions en 2030. Voilà. Donc, c'est des objectifs qui pourront être discutés évidemment sur les ateliers, mais qui sont des objectifs ambitieux pour la communauté. Numérique responsable, sur lequel on n'a pas encore identifié d'indicateurs et d'objectifs, mais qui pourront encore une fois être discutés avec les experts lors des ateliers. Et puis sur la fin de vie, évidemment, on pourra s'intéresser au poids des déchets qui ont été produits par l'organisation, les pourcentages de ces déchets, en espérant que le poids diminue, qui sont recyclés, le nombre de flux qui auront été traités, etc. etc. Donc beaucoup de chantiers, six grands ateliers qui pourront vous intéresser les uns les autres et sur lesquels on pourra faire intervenir évidemment des personnes qui pourront nous apporter aussi un éclairage sur ces enjeux-là. Donc j'en ai fini pour la partie climat et énergie. Je vais vous présenter rapidement comment se sont déroulés les autres ateliers, puisque je vous ai dit que le mien, en tout cas les 2 ateliers qui ont été menés sur la partie climat étaient distincts des autres ateliers. Pour les autres ateliers, l'idée, la réflexion a été menée en 4 temps. Dans un premier temps, l'idée, ça a été évidemment d'identifier quels étaient les enjeux pour les participants qui étaient prioritaires pour la thématique étudiée. Donc, matière première qui va être présentée juste après, biodiversité ou sur les enjeux de richesse humaine. Donc, dans un premier temps, c'était vraiment dites-nous quels enjeux vous paraissent pertinents avec cette thématique. Pour, dans un second temps, voter pour les 5 enjeux qui seraient à traiter en priorité. Ensuite, identifier des indicateurs et des objectifs relatifs à ces 5 enjeux identifiés et pouvoir par la suite choisir des objectifs et se fixer des enjeux plus précis sur ces 5 thématiques, enfin, des objectifs plus précis en tout cas sur ces 5 thématiques. Voilà, donc c'est le travail qui a été mené et que vont vous présenter mes collègues et je passe donc la main à Lorraine. Merci beaucoup, Pauline. Alors, je vais prendre la suite. Alors, j'ai une petite voix dans l'oreillette chat qui me dit que je dois vous poser une petite question pour répondre à un sondage très, très rapide. Alors, Émilie, est-ce que tu me confirmes qu'il a bien été envoyé? C'est de savoir, est-ce que vous avez déjà utilisé un outil d'analyse du cycle de vie? C'est la première fois que j'utilise cette fonction de sondage et c'est assez incroyable. On est pas mal là. Ouais. Super. Alors, du coup, les résultats, donc j'imagine que vous pouvez aussi les voir de votre côté. Vous êtes 14% à avoir déjà utilisé un outil d'analyse du cycle de vie et 86% à ne l'avoir jamais fait, mais ça va nous permettre d'enrichir un peu la présentation des objectifs. Alors, du coup, ça montre qu'il y a un réel besoin d'accompagnement, en tout cas pour mettre en œuvre la CV. Du coup. Salia, spoil pas toute ma présentation, s'il te plaît. Pardon, j'arrête. Pas de souci. Alors, du coup, sur l'atelier matière première, on a fonctionné un petit peu différemment de l'atelier précédent. Parce que s'il y a beaucoup de travaux sur le carbone, c'est un sujet qui est bien documenté et il y a quand même pas mal d'études sur les matières premières. Il y a moins d'études qui fait consensus, même si il y a des travaux un petit peu dans tous les sens. Alors, comment on a fonctionné? Alors, on a commencé par lister pour les membres de la communauté Lucie avec Samuel Sauvage tout ce qui était enjeux et indicateurs. Alors, du coup, les enjeux et indicateurs qui avaient été pré-identifiés,
comment on a fait pour s'en saisir? On a repris, pour ceux qui sont familiers avec les outils d'éco-conception ou d'analyse de cycle de vie au sens un peu large, on a repris ce qu'on appelle la route Brézet, ce qui représente un peu le cycle de vie d'un produit ou d'un service et qui permet d'identifier des axes d'amélioration à différents stades de la vie du produit. Donc, que ce soit sur la sélection des matières premières, la réduction des quantités de matière, la logistique et tout ça jusqu'à la fin de vie, ça nous donnait un certain nombre de pistes d'amélioration pour améliorer son produit, son service. Donc voilà, on a essayé de définir des indicateurs sur un petit peu toute cette roue de Brézet. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a fait travailler du coup les membres de la communauté Lucie sur ces indicateurs, et il y en a un certain nombre de nouveaux qui sont ressortis, même finalement les 5 enjeux prioritaires qui ont été identifiés par la communauté Lucie ne sont même pas forcément dans ceux qu'on avait suggérés. Donc c'était vraiment super, super intéressant. Alors qu'est-ce qui en est ressorti? Donc le premier enjeu prioritaire qui a été identifié, donc Salia vous a déjà donné la réponse, mais faites semblant d'être surpris. Alors c'est vraiment, ça correspond avec ce qui ressort de ce sondage, c'est qu'avoir des outils d'analyse de cycle de vie ou, on va dire, d'évaluation environnementale au sens large, que l'analyse de cycle de vie, c'est une méthode d'analyse d'évaluation environnementale, mais il en existe au moins une dizaine d'autres. Donc voilà, que ces outils, ils n'étaient pas forcément aujourd'hui accessibles et adaptés aux TPE-PME, et que du coup, c'était un peu plus difficile, même s'il y avait une volonté d'y aller, de se les approprier. Donc ça, c'était vraiment pouvoir démocratiser l'usage de l'évaluation environnementale pour les TPE-PME. Et le deuxième point, et je le trouve extrêmement intéressant, qui est ressorti, c'est qu'on peut voir le niveau d'avancement de la communauté Lucie à ce sujet-là, puisque les répondants étaient capables de prendre de la hauteur par rapport au cycle de vie du produit et de vouloir intervenir en amont. C'est-à-dire avant de réduire les quantités de matière, avant de choisir des matériaux plus responsables, avant de faire un produit réparable, on va se poser les questions: quel est le besoin? Donc une vraie réflexion sur l'usage qui est assez propre aux thématiques low-tech habituellement, donc qui sont quand même des sujets pas forcément nouveaux, mais moins démocratisés. Donc il y avait une vraie réflexion sur, avant de chercher à réduire notre impact, posons-nous la question: quel usage je veux donner de mes produits et de mes services? Et ça, j'étais ravie d'avoir cette réponse-là d'un point de vue de communauté Lucie. Ensuite, une vraie réflexion sur l'écologie industrielle et territoriale. L'écologie industrielle et territoriale, pour juste en redire quelques mots, c'est le fait d'établir une mutualisation des synergies avec son écosystème. Donc fonctionner de manière un petit peu organique avec ses voisins. Est-ce que les déchets de l'un peuvent devenir mes intrants, ou inversement, est-ce que je peux mutualiser des flux en allant chercher ensemble vers un producteur? Donc ça, c'est quelque chose qui est un des piliers de l'économie circulaire, si vous êtes familier avec ces concepts. Et tout en restant dans cette logique d'économie circulaire, on retrouve la partie économie de la fonctionnalité. Alors, je pense que l'intervention des établissements CRO a eu son petit effet, puisqu'ils nous présentaient leur activité en termes d'économie de la fonctionnalité. Donc voilà, développer, donc ça revient un peu avec cette notion d'usage qu'on avait vu dans l'analyse fonctionnelle, c'était de développer des nouveaux produits et services qui seraient basés non pas sur la possession d'un bien, mais son utilisation pour maximiser sa durée de vie et avoir un peu un partage de l'impact entre l'utilisateur et le producteur. Ce qui est un intérêt pour les deux, de faire des produits qui soient durables, réparables de manière générale. Et enfin, et je retrouve bien la communauté Lucie là-dedans, un travail qui peut être fait même presque immédiatement, c'est vous avez déjà auprès de la communauté Lucie, je pourrais dire simplement, commencer à balayer devant votre porte en vous appliquant la RSE. Et c'est aussi de faire ce travail avec vos parties prenantes, travail qui est déjà engagé, je pense, j'imagine, pour la plupart d'entre vous, mais faire de la RSE peut-être un critère dans la sélection de vos fournisseurs demain.
Donc ça, voilà, c'est les enjeux prioritaires identifiés. Il y en a eu un certain nombre d'autres qui sont ressortis, donc que ce soit voilà, sur de la mutualisation, sur de la gestion des déchets, sur les matériaux biosourcés et la création de nouveaux imaginaires, je vais dire ça comme ça, c'est-à-dire rendre l'utilisation de rendre désirable, on pourrait même dire sexy, l'utilisation de produits plus écologiques. Voilà, ce qui est simple, ce qui est durable peut être aussi désirable et être aussi une manière de se différencier par rapport à des concurrents. Donc voilà, donc il y avait un certain nombre d'autres enjeux qu'on a un petit peu moins poussés vis-à-vis du temps, mais du temps disponible, mais qui pourraient être intéressants de creuser par la suite. Et on a été jusqu'à la définition d'objectifs chiffrés pour la communauté Lucie, qui est qui sont assez ambitieux, donc sur lesquels il va falloir engager un vrai travail. Le premier, c'était sur la question de la démocratisation des outils d'évaluation environnementale. Alors, l'objectif à atteindre en 2030, ce serait voilà, que 80% de la communauté Lucie soit équipée en outils d'évaluation environnementale, alors que ce soit de la CV ou un autre, pour pouvoir réaliser plus régulièrement, plus souvent, de l'analyse de cycle de vie, de l'évaluation d'impact au sein de leur propre structure. Donc ça, c'était le premier objectif fixé par le groupe de travail. Le deuxième, c'était sur la question de l'analyse fonctionnelle. L'objectif à 2030, ce serait d'avoir des cahiers des charges, au moins pour ces fournisseurs de catégorie A ou de rang 1, je ne sais pas comment vous avez l'habitude de les appeler, mais de se poser des questions dans mes achats de rang 1, quelle utilité j'ai de tous mes produits, tous mes achats, est-ce que je peux travailler dessus. Donc voilà, pour 70% au moins des achats. Ce n'est pas précisé, c'est en volume en euros, c'est quelque chose qui se définira un peu plus tard. Ensuite, dans le cadre de l'écologie industrielle et territoriale, donc les projets de territoire, l'objectif était de 50% de la communauté qui participe, donc qui s'intègre dans un projet d'écologie industrielle et territoriale. Voilà, pour l'étape, peut-être de renseigner, de voir s'il en existe déjà sur le territoire et peut-être même monter, peut-être un jour, des projets écologie industrielle et territoriale Lucie, même si, vu la synergie qu'il y a entre vos groupes, on pourrait déjà presque en parler. Donc, voilà, donc 50% de la communauté Lucie qui participe à ce genre de projet. Ensuite, et ça c'est aussi intéressant, sur tout ce qui est économie de la fonctionnalité, les objectifs, ce serait que voilà, soit au global, soit un objectif par membre, c'est des choses qui restent encore à définir, que l'économie de fonctionnalité représente 20% du chiffre d'affaires des membres en 2030. Donc voilà, c'est-à-dire proposer au moins peut-être une gamme de produits, donc je ne sais pas comment ça pourrait être un petit peu progressif, qui soit sur l'économie de la fonctionnalité. Pour cela, je pense qu'on pourra s'inspirer du témoignage des établissements CRO qui est aussi en ligne. Et enfin, sur tout ce qui est sélection des fournisseurs de matières premières ayant une démarche RSE, l'objectif est clairement plus ambitieux, mais je pense que ça se ressent aussi par rapport à vos propres bonnes pratiques. Ce serait 90% des fournisseurs de la communauté Lucie ont mis en place au moins une démarche RSE. Voilà pour les objectifs de notre groupe de travail. Je vais laisser la suite aux enjeux sur la biodiversité. Merci beaucoup Lorraine. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis vraiment très heureux de vous rendre compte des travaux de l'atelier sur ce sujet aussi passionnant qu'est la biodiversité. La biodiversité qui en fait constitue tout le vivant, toute la diversité du vivant. Et comme vous le savez, ce vivant malheureusement est mis à mal. Alors, je sais qu'il y a une petite question sondage aussi qu'on doit vous lancer, mais Émilie, je te laisserai me dire à quel moment on doit la lancer exactement.
Mais en tout cas, je vais vous présenter les enjeux qu'on avait pré-identifiés pour cet atelier. On avait déjà travaillé sur des enjeux qui constituent en fait les enjeux principaux pour préserver la biodiversité. Tout d'abord, la nécessité de réduire son empreinte biodiversité. Alors, vous connaissez tous la notion d'empreinte. Voilà, donc je pense que… Justement, il y a la question. Voilà, c'est ça. Est-ce que vous savez Alain ce que c'est vous a parlé de l'empreinte écologique tout à l'heure qui a été matérialisée en nombre de planètes. Mais pour voilà, l'empreinte biodiversité, on ne voit pas forcément aussi clairement ce que ça peut signifier. En termes d'empreinte carbone, eh bien, voilà, on a un indicateur d'émissions de gaz à effet de serre ou d'émissions de CO2. Sur la biodiversité, c'est plus complexe. Et là, on voit bien que les avis sont partagés, que vous voyez plus ou moins clairement ce que peut représenter une empreinte biodiversité. Alors, effectivement… Là, on a un résultat d'élection présidentielle un peu. Tout à fait. Mais il va y avoir un deuxième tour avec les ateliers de la communauté. Donc, en fait, l'empreinte biodiversité, c'est en fait de mesurer la dégradation de ce vivant. En fait, là, on fait face à un effondrement de la biodiversité. On a 3/4 en fait, de la surface terrestre qui est dégradée. On est entré dans la 6e extinction de masse des espèces. Donc, il y a vraiment urgence à agir. Et en fait, comment on va mesurer cette dégradation pour chacun? En fait, il existe des facteurs qui participent à l'érosion de la biodiversité. Donc, c'est ce qu'on appelle des facteurs de pression. Donc, ils ont été catégorisés. Quand on parle de pollution, par exemple, qui vont générer de la destruction de biodiversité, la surexploitation des ressources ou le changement d'usage des sols. Tout ça, ça fait partie des facteurs principaux d'érosion de la biodiversité. Et en fait, toutes les entreprises, dans leurs activités, vont avoir une influence en fait sur ces facteurs. C'est ce qu'on peut appeler des impacts. Et en fait, il va s'agir bien de mesurer à quel point on participe à la dégradation des écosystèmes et des impacts créés. Et donc, ça passe par la détermination de plusieurs indicateurs, contrairement à d'autres types d'empreintes. Et ça va être justement l'enjeu d'un gros travail au sein de cet atelier. On va en reparler tout à l'heure dans les objectifs. Ensuite, il y a la notion de dépendance aussi qui est très importante parce qu'on pense souvent en premier lieu aux impacts qu'on peut avoir sur la biodiversité, mais on est souvent moins conscient du niveau de dépendance que l'on a vis-à-vis de la biodiversité. Il faut savoir que la biodiversité et les écosystèmes nous rendent des services, ou plutôt nous livrent des services puisqu'on ne leur a pas emprunté. Et donc, tout ça, ça a été catégorisé aussi. Il y a par exemple les services d'approvisionnement. Vous avez certainement pris un petit déjeuner ce matin, vous êtes peut-être en train de boire un café ou un thé en participant à ce webinaire. Eh bien ça n'existerait pas sans la biodiversité. La plupart de ce que vous avez dans votre entreprise pour mener votre activité, ça n'existerait pas sans une biodiversité en bon état. Il y a également des services de régulation, comme la régulation du climat, par exemple. On ne peut pas avoir un climat stable sans une biodiversité en bon état. Et donc, on est dépendant de tous ces services que nous livre la nature. Et donc, il faut pouvoir mesurer son niveau de dépendance et son niveau d'impact. Et on verra aussi qu'il y a des outils pour ça. Un autre enjeu très important, c'est la déforestation. Les forêts représentent un type d'écosystème majeur en fait. Il faut savoir que dans les forêts humides, c'est là où on en tire la plus grande partie de la biodiversité et la plus grande partie des services rendus, ça provient des forêts humides. Et comme vous le savez, il y a un enjeu extrêmement fort de déforestation massive dans les 3 grands bassins de forêts humides dans le monde, qui sont l'Amazonie, le bassin du Congo et puis en Asie du Sud-Est. Et en fait, on n'est pas souvent conscient de ce qu'on appelle la déforestation importée.
quand on consomme des ressources pour produire des biens et qu'on consomme des biens en France, souvent il y a de la déforestation à l'autre bout de la planète. Parce que quand on analyse toute sa chaîne d'approvisionnement et qu'on remonte toutes les étapes, toutes les multiples étapes et qu'on va au bout du bout, eh bien, il y a souvent de la déforestation. C'est ce qu'on appelle de la déforestation importée. Et ça, c'est vraiment un levier clé pour arriver à travailler sur la diminution de ces impacts sur la biodiversité. Il y a également tout ce qui concerne l'artificialisation des sols. Il faut savoir qu'il y a en moyenne l'équivalent de la surface d'un département français qui est artificialisé tous les 7 ans. Donc, c'est énorme. Et là, en tout ce qui concerne en fait, l'emprise foncière, ça concerne beaucoup d'entreprises et il y a des travaux à effectuer sur ce sujet pour justement baisser cette artificialisation des sols. Un autre enjeu qu'on a identifié assez facilement, c'est celui de la compensation. Il existe pour le carbone, ça existe aussi pour la biodiversité. Ça consiste à essayer de réparer un petit peu les dégâts qu'on a commis sur une zone et bien de recréer de la biodiversité sur une autre zone pour tenter de réparer ce qu'on a fait sur la zone initiale. Il y a également des projets de restauration de la biodiversité qui ne sont pas forcément de la compensation. Quand on va exploiter par exemple une friche sur son site pour recréer de la biodiversité, eh bien là on est sur de la restauration de surface. Et puis également développer de la concertation avec tous les acteurs de la biodiversité. Ça, c'est extrêmement important et vous y êtes habitués dans la communauté Lucie, puisque vous avez inscrit cette concertation, ce dialogue avec les parties prenantes dans votre manière d'agir au quotidien. Ça fait partie de votre démarche Lucie déjà. Donc, on avait identifié des pistes d'indicateurs pour chacun de ces grands enjeux. Donc, on ne va pas les détailler là, mais en tout cas, ce sont des pistes qui vont pouvoir être travaillées par la suite. Alors, si on regarde ensuite, merci Salia, comment on a procédé, comme vous l'avez expliqué Pauline tout à l'heure, on a demandé aux participants d'évaluer la pertinence des enjeux qu'on avait présélectionnés. Et donc là, en orange, vous retrouvez les 7 enjeux qu'on avait préidentifiés. Les participants ont confirmé la pertinence de tous ces enjeux et en ont rajouté un supplémentaire qui est celui de la pédagogie, tout ce qui concerne la formation et la sensibilisation. Et donc, les participants ont alimenté les réflexions sur chacune de ces catégories en les nourrissant d'idées d'indicateurs notamment, qu'on va pouvoir exploiter pour la suite. Et donc, on leur a demandé d'identifier les 5 enjeux principaux. Et donc, sur le slide suivant, vous avez ici les 5 enjeux qui ont été sélectionnés. Donc, réduire son empreinte biodiversité, tout ce qui concerne la formation et la sensibilisation, ça c'est les 2 enjeux qui ont été identifiés de façon identique. Tout ce qui est lutter contre la déforestation importée, initier et participer à des projets de restauration de la biodiversité et développer de la concertation avec des acteurs de la biodiversité. Donc, à noter que l'enjeu de compensation n'a pas été retenu. Donc, les participants ont été bien conscients en fait, que ce n'est pas forcément une bonne solution, la compensation. Point important également, c'est que les enjeux de prise en compte des dépendances et des impacts, en fait, ça va être inclus dans l'enjeu numéro 1 global de réduire son empreinte biodiversité, tout comme la lutte contre l'artificialisation des sols. Ces 2 enjeux-là vont être compris dans ce gros enjeu numéro 1 qui va être en fait le plus gros morceau du travail que l'on va effectuer pour atteindre des objectifs. Et donc, à partir de ces 5 enjeux identifiés, on a déterminé des objectifs. Le premier étant de réduire son empreinte biodiversité. Alors, pour pouvoir réduire son empreinte biodiversité, il faut pouvoir déjà la mesurer. Et donc, un des gros sujets, un des gros morceaux de travail lors de la trajectoire biodiversité, ça va être justement de trouver des outils pour mesurer son empreinte biodiversité. Ça va passer principalement par un outil de mesure de ses dépendances et impacts. Il y a un outil qui existe, qui est en libre accès, qui s'appelle l'ESR, qui permet de facilement déterminer son niveau global de dépendance et d'impact. Et puis, il y a un outil plus robuste, où là, il va y avoir à travailler, qui est le Global Biodiversity Score, le GBS, qui est un outil qui est sorti cette année et qui permet là réellement de mesurer son empreinte biodiversité.
Alors, en termes d'objectifs, en fait, comme pour le climat, hein, pour la biodiversité, il y a des conférences internationales, hein, des COP. Et là, il va y avoir au mois de février prochain la COP 15 qui aura lieu en Chine. Et en fait, il faut savoir que le scénario positif à l'issue de cette COP, ça va être de stabiliser la perte de biodiversité en 2030, hein, avant de pouvoir repartir sur des gains de biodiversité à partir de 2035-2040. Et donc, l'idée, c'est d'aligner cet objectif de réduction des impacts de la communauté sur ce qui va ressortir de la COP 15. Ensuite, en ce qui concerne la formation et la sensibilisation, c'est extrêmement important que les équipes RSE soient formées sur le sujet, parce qu'on ne peut pas se permettre dans une équipe RSE de ne pas prendre en main le sujet de la biodiversité. Et donc, il y a un objectif de 100% d'équipes RSE formées à la biodiversité, à l'échéance qui sera fixée dans le groupe de travail, et notamment dans le CFL, le centre de formation Lucie, on aura l'occasion de développer un ou plusieurs modules sur le sujet, et notamment dans le cadre du label Biodiversity Progress, hein, comme vous le savez, on a lancé ce nouveau label avec Bureau Veritas, et donc ce process comprend un module de formation, comme vous l'avez par exemple pour la labellisation Lucie 26000. Sur la lutte contre la déforestation importée, en fait, là, il y a un objectif qui est assez clair, hein, sur lequel la communauté va pouvoir s'aligner. Il existe une stratégie nationale du gouvernement, la SNDI, la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée. Et l'objectif principal de cette stratégie est en fait de mettre un terme à la déforestation importée en 2030. Et donc, là, l'objectif de la communauté Lucie sera de s'aligner sur cet objectif avant de pouvoir regagner des surfaces. Eh bien, ça va être de stopper la déforestation à horizon 2030. Donc, tout ce qui est déforestation importée qui sera mesuré dans le montant des achats issus de la déforestation. Ensuite, sur le fait de participer à des projets de restauration de la biodiversité, eh bien, il y a un objectif d'avoir au moins un projet de revalorisation ou de renaturation qui soit finalisé à l'échéance qui sera déterminée. Et puis, sur la concertation et la collaboration avec des acteurs de la biodiversité, eh bien, l'objectif, c'est d'avoir au moins une action par an avec des acteurs locaux de la biodiversité. Voilà en ce qui concerne les ambitions de cet atelier, de ces ateliers qui seront vraiment très très riches pour cette trajectoire 2030 en biodiversité. Et on aura l'occasion d'avoir des échanges extrêmement riches, extrêmement passionnants sur le sujet. Et je vais passer maintenant la main à Héloïse sur l'enjeu suivant. Merci Mika, bonjour à tous. Du coup, après vous avoir présenté les enjeux davantage liés à l'écologie et à l'empreinte de biodiversité, moi je vais vous présenter donc maintenant les ateliers qui vont avoir lieu sur la thématique des richesses humaines, parce qu'à l'agence Lucie, on préfère parler de richesses humaines plutôt que de capital humain. Et on va voir en quoi c'est un enjeu aussi stratégique et central dans votre activité. Justement, par rapport à ça, je voulais vous poser une petite question. Tu peux passer la slide, Célia, s'il te plaît. Est-ce que donc l'objectif commun de ces ateliers, ça va être de définir un tableau de bord social commun aux membres de la communauté Lucie. Et donc, on voulait vous poser la question, est-ce que vous, dans votre activité, vous avez déjà mis en place un tableau de bord social? Est-ce que vous utilisez ce tableau de bord social? Donc, on voit qu'il est à 33%, donc tout le monde n'a pas encore répondu, mais à 33%, à peu près, ouais, ça augmente un peu, autour de 30%, contre 70% de membres de la communauté qui utilisent un tableau de bord social. C'est assez intéressant de voir qu'il y a encore du coup du travail à faire sur cette thématique et que l'objectif ici, ça va être donc de mesurer
justement votre performance sociale et comment vous pouvez progresser sur ces sujets-là. L'impact ici est assez intéressant. Il y a une étude notamment de France Stratégie qui montre qu'une entreprise qui a un climat social positif a une performance économique supérieure de 20% par rapport à celles aux entreprises qui ne prennent pas vraiment en compte ces aspects RH. Et justement, donc, c'est tout l'enjeu ici de prendre en compte ce climat social et l'efficience des richesses humaines. Est-ce que, justement, vous savez bien ce que représente une empreinte sociale, qu'elle soit économique et sociale, individuelle et collective? Est-ce que, justement, Alan, tu pourrais, à travers ton expérience chez Goodwill Management de valorisation immatérielle, nous expliquer et expliquer aux membres de la communauté ce que représente et ce que signifie une empreinte socio-économique? Rapidement. Alan, si tu m'entends. Est-ce que tu es toujours avec nous? Alors, bon, on dirait qu'Alan n'est plus avec nous. Donc, je vais prendre le relais du coup. Ouais, alors, ce que c'est que l'empreinte socio-économique exactement? En fait, toute organisation sur son territoire a une empreinte socio-économique liée à son activité. Et en fait, cette empreinte socio-économique, c'est la valeur économique créée sur le territoire en euros et la valeur en emploi créée et soutenue sur le territoire. Et donc, cette empreinte se mesure à travers déjà l'activité directe de l'organisation. Donc, une organisation, elle génère du chiffre d'affaires, elle emploie directement des salariés. Ensuite, il y a un deuxième niveau qui est pris en compte, c'est comment l'organisation crée de l'emploi et crée de la valeur ajoutée dans sa chaîne de valeur de fournisseurs. Donc, à travers ses achats, elle va soutenir des emplois chez ses fournisseurs et elle va générer du chiffre d'affaires et donc de la valeur ajoutée économique. Et ensuite, troisième niveau, c'est comment ces salariés, les salariés de l'organisation, vont dépenser leur salaire sur le territoire, donc pour consommer. Et donc, à travers cette consommation, ils vont soutenir des emplois dans les entreprises, dans les commerces, dans les organisations du territoire et vont aussi créer du coup de la valeur ajoutée du chiffre d'affaires sur le territoire. Donc, l'empreinte socio-économique, c'est mesurer ces flux économiques en euros, de valeur créée, richesse économique, mais aussi en emploi dans le tissu économique du territoire de l'organisation. Merci beaucoup, Célia. Et du coup, pour rebondir, donc, quand on va déterminer ce tableau de bord social, l'objectif, ça va être évidemment de connaître son niveau de base, son niveau d'avancement, et qu'est-ce que j'ai déjà mesuré, quel sujet auquel j'ai vraiment réfléchi en termes sociaux, mais aussi, bien sûr, d'identifier, de valoriser les pratiques entre les membres afin de définir des objectifs communs. Mais vous allez voir ici, il y a moins d'objectifs prédéfinis que dans les autres ateliers parce qu'il y a vraiment une singularité qui est propre à chaque organisation de la communauté Lucie. Hein, c'est ce qui crée aussi la diversité au sein de la communauté et du coup, cette richesse qui vont pouvoir vous permettre de vous inspirer les uns les autres et de voir ce qui est possible de mettre en place. Donc, on va passer aux enjeux. Voilà, parfait. Lors de l'atelier du 3 novembre, on a défini 5 enjeux prioritaires lors de 2 ateliers de travail qui étaient sur la thématique des richesses humaines. On a brainstormé tous ensemble pour savoir ce qui importait, on va dire, le plus et ce qui était le plus omniprésent dans la tête des participants. Ce qui est revenu en premier lieu, c'est la qualité de vie au travail, le bien-être, la santé-sécurité des collaborateurs et tout ce climat qui règne en interne. Ensuite, en deuxième temps, c'était développer un dialogue social productif avec le même nombre de votes que la qualité de vie au travail. Donc, comment contribuer à une meilleure gouvernance participative et collaborative au sein des employés et avec la hiérarchie. Ensuite, c'était vraiment la thématique autour de l'employabilité, la reconversion des salariés sur le marché du travail. Dans un quatrième temps, c'était donc tout ce qui touchait à l'empreinte et l'ancrage local de son activité. On reviendra sur cette thématique. Et enfin, le développement et l'accès à l'emploi pour les populations en situation de vulnérabilité et en situation précaire et comment est-ce qu'on peut contribuer à son échelle, à l'échelle de son organisation, à ce gros défi qui est vraiment majeur aujourd'hui dans notre société.
Donc, à l'issue de cet atelier, on a essayé de reprendre aussi les idées qui n'avaient pas forcément bénéficié de plus de votes pour quand même définir 6 grandes thématiques. Et donc, ce sont les 6 grands enjeux prioritaires qui vont définir ensuite les groupes de travail et les thématiques des groupes de travail. Donc, la première, c'est tout ce qui touche autour de la gouvernance collaborative pour maximiser le dialogue social auprès de l'ensemble des parties prenantes en interne, mais aussi en externe. Donc ça, tout typiquement comme type d'indicateur auquel on a réfléchi tous ensemble, ça pouvait être donc, comment contribuer à un meilleur niveau de transparence de l'information au sein des collaborateurs en termes de décision, donc de prise de décision, mais aussi en termes de résultats. La part de représentation, par exemple, des cadres et des non-cadres au sein des CODIR et du CSE, les outils de travail collaboratif et d'intelligence collective qui sont mis en place dans l'entreprise. Ensuite, sur une deuxième thématique, on a tout ce qui touche autour de l'employabilité et la reconversion professionnelle, que ce soit en interne ou en externe, et la montée en compétences des salariés. Donc, quel pourcentage d'employés ont, par exemple, suivi des formations, quel catalogue de formations je propose à mes salariés, mais aussi quel nombre de salariés ont entamé une reconversion, ou le taux de mobilité en interne, est-ce qu'il y a une bonne dynamique et une bonne flexibilité en interne au sein des différents postes. Ensuite, la troisième thématique, donc la qualité de vie au travail, centrale évidemment dans les thématiques sociales. Donc là, comment on peut mettre en place, par exemple, un baromètre social en mesurant des indicateurs qui peuvent être chiffrés assez facilement, comme le taux de turnover, le taux d'absentéisme, en termes de santé et sécurité, le nombre d'accidents de travail, la politique aussi de télétravail que je vais mettre en place. Voilà, tout ça, c'est des sujets qui sont fondamentaux aujourd'hui et qui nous touchent, je trouve, plus que jamais, surtout dans une situation de crise où on est en permanence un petit peu dans une situation d'isolement. Là, le but, c'est vraiment d'essayer de manager au mieux et d'assurer une proximité pour être le plus à l'écoute possible de ses collaborateurs. Enfin, donc en quatrième thématique, donc l'inclusion des populations vulnérables dans l'emploi. Là, ça va être comment est-ce que j'essaye de diversifier mes collaborateurs, comment est-ce que j'essaye de diversifier mes méthodes et mes critères de recrutement si c'est possible et si bien sûr c'est compatible avec mon activité. Mais si ce n'est pas forcément compatible en interne, qu'est-ce que je peux faire en externe, par exemple au travers du parrainage de jeunes qui peuvent être éloignés de l'emploi sur son territoire, ou à travers la mise en place de partenariats stratégiques et de synergies avec des structures d'insertion par l'activité économique au niveau local. Voilà, il y a tout un tas d'indicateurs dont on pourra discuter et de bonnes pratiques dont on pourra discuter. Après, une thématique centrale, évidemment, aujourd'hui, donc c'est la parité et l'égalité homme-femme et le développement du leadership féminin en entreprise. Ça, c'est vraiment central. On n'est pas encore du tout arrivé à un niveau suffisant et optimal sur ces sujets-là. Donc là, voilà, comment on définit une politique claire, par exemple, sur la question des congés de maternité, des congés paternité, quel type d'indicateurs, d'index égalité homme-femme, de transparence salariale on peut mettre en place, de barème de rémunération, etc. Et enfin, une thématique vraiment qui est revenue et qui est assez transverse à pas mal de sujets, c'est vraiment comment motiver le sens et l'engagement sociétal de mes collaborateurs au sein de mon entreprise. Comment est-ce que je vais embarquer, par exemple, ça c'est des sujets qui sont revenus en cercle notamment, comment est-ce que j'embarque l'ensemble de mes collaborateurs dans ma politique RSE. Donc, il y a plusieurs sujets sur lesquels on peut discuter. Ça peut être, par exemple, quel temps dédié est consacré à la RSE auprès de chacun des salariés en interne dans l'organisation. Mais ça peut être aussi, est-ce que je vais proposer des synergies, des collaborations avec des associations sur mon territoire en annexe de mon activité, donc en complément de fiches de poste auprès de mes collaborateurs, mais aussi comment est-ce que je vais inscrire la chaîne de valeur de mon entreprise au niveau local à travers toujours des stratégies de partenariat, de synergie, de collaboration pour maximiser l'empreinte toujours territoriale et locale. Voilà. Donc, pour résumer rapidement, je pense que ce qui est important à prendre en compte quand même, c'est vraiment qu'il n'y a pas une seule solution, surtout sur cette thématique RH. Il n'y a pas une seule solution, mais une multiplicité de solutions pour arriver à une complémentarité et un agencement qui soit le plus optimal possible entre ces pratiques et entre ces indicateurs pour vraiment maximiser une cohérence forte et atteindre un impact positif qui soit intéressant en termes de qualité et non seulement en termes de quantité. Donc là, il ne s'agit pas seulement de faire un empilement de bonnes pratiques, mais vraiment de trouver une cohérence pour avoir un impact le plus optimal possible. Voilà, je vais repasser donc la parole à Salia. Merci beaucoup de m'avoir écoutée.
Tout à fait, merci Héloïse. Effectivement, l'objectif de cette trajectoire richesse humaine, effectivement, c'est de travailler ensemble à un tableau de bord social commun et qui permette ensuite de mesurer l'empreinte socio-économique à l'échelle de chaque organisation et qui pourra être consolidé à l'échelle de la communauté Lucie. Donc après, que se passe-t-il du coup? Quelles sont les prochaines étapes? Donc, comme je vous le disais en introduction, on a lancé donc une consultation suite à la convention du 5 novembre. Donc, elle est ouverte jusqu'au 31 décembre. Donc, vraiment, je renouvelle mon message sur le fait de participer, profiter de cette fin d'année pour vraiment donner votre avis sur le contenu de cette trajectoire 2030 que nous avons commencé à dessiner ensemble. Donc, exprimez-vous, donnez-nous votre avis sur la pertinence et les enjeux prioritaires que vous souhaitez travailler. Nous, d'ici là, on va aussi travailler sur la constitution des groupes de travail. Donc, dans le questionnaire de la consultation, on vous pose la question de sur quel sujet vous souhaitez travailler. Donc, de cette manière, ça va nous aider à constituer les groupes de travail. Et le prochain rendez-vous, c'est janvier. Donc, pour les vœux, on va vous présenter donc, à ce moment-là, on aura, on l'espère en tout cas avec la consultation qui est ouverte aujourd'hui, la possibilité de vous présenter une version validée, finalisée des enjeux prioritaires et du programme que nous allons vous proposer, donc les ateliers trajectoires que nous allons organiser tout au long de l'année 2021. On va aussi, nous, de notre côté, identifier en amont les outils de mesure qui seront les plus pertinents et les plus utiles et adaptés à la communauté Lucie, donc avec aussi pour objectif que ce soit adapté à tout type d'organisation et quelle que soit aussi votre taille, pour notamment les TPE-PME. Et aussi, on se fixe pour objectif, donc comme vous l'avez vu, hein, à travers les résultats qui vous ont été présentés. Dans tous les ateliers, nous avons eu un résultat qui a été plus ou moins avancé. Et pour certains, nous avons à ce stade pas encore d'objectifs qui ont été fixés parce que ça nécessite justement du temps pour le faire à travers les ateliers qu'on va lancer. Et donc, on se fixe pour objectif que d'ici juin 2021, on ait défini les objectifs à horizon 2030 pour l'ensemble des 4 trajectoires, donc biodiversité, énergie, climat, matières premières et richesse humaine. Donc, voici déjà une proposition de groupe de travail qu'on peut à ce stade visualiser sur 2021. Et donc là, vous voyez des propositions de thématiques d'ateliers qui vont être organisées sur les 4 grandes trajectoires. Donc, sur la partie énergie-climat, évidemment, il va y avoir un atelier incontournable sur le bilan carbone, sur l'ACV. L'ACV, comme vous pouvez le voir, ça peut être un sujet qui peut être transversal. Et donc, c'est pour vous montrer que nous n'allons pas travailler en silo, mais que certains sujets seront évidemment traités de manière transversale parce qu'ils vont toucher d'autres trajectoires, comme l'ACV, notamment en lien, bien sûr, entre énergie, climat et puis les matières premières. Donc, ce sera un sujet qui va être traité et qui va traverser plusieurs thématiques. Les achats et relocalisation, la mobilité, les énergies, le numérique responsable. Donc, comme vous le voyez, hein, les intitulés des ateliers trajectoires reprennent plus ou moins les formulations des enjeux prioritaires qui ont été identifiés pour chaque grande trajectoire. Donc, matières premières, bien sûr, sur réduction des risques vis-à-vis des fournisseurs stratégiques pour les matières premières, l'usage et l'analyse fonctionnelle, l'économie de fonctionnalité, l'allongement de la durée de vie, l'écologie industrielle. La biodiversité, gros morceau, comme le disait Mickaël, ça va être surtout de trouver le bon outil et de mesurer donc son empreinte biodiversité. Il va y avoir aussi la formation, la sensibilisation. Donc là-dessus, on pourra vous proposer du contenu à travers le centre de formation Lucie. Impact sur la déforestation, la restauration de la biodiversité et la
concertation avec les acteurs de la biodiversité. Et enfin, sur les richesses humaines, donc, on va travailler sur la gouvernance et le management participatif, donc en lien avec notamment toute la qualité de vie au travail, la montée en compétences, la parité, l'égalité femmes-hommes, la qualité de vie au travail et l'épanouissement des collaborateurs, l'inclusion et la mixité sociale et l'engagement sociétal. Donc ça, c'est une proposition, bien sûr, qui peut bouger et on va l'affiner ensemble et vous la présenter donc en janvier prochain. Alors, comment vont être les ateliers trajectoires? Comment vont se dérouler ces ateliers? On veut vraiment que ce soit des ateliers action. Donc, l'idée, c'est que ce ne soit pas, encore une fois, des moments où on va passer du temps à discuter de concepts et rester dans la théorie. On veut vraiment que ce soit des ateliers qui vont vous permettre de sortir de là avec un résultat, qui va vous permettre de progresser dans votre organisation, de partir avec un outil, avec une méthodologie, avec des idées d'action à mettre en place de manière opérationnelle. Donc, la partie théorique, ce sera 20%. Bien sûr, il y a besoin de vous donner aussi des clés de compréhension. Donc, ce sera fait avec des experts qui vont être mobilisés lors des ateliers. Mais surtout, il va y avoir 80% de pratique où là, vous allez vraiment passer à l'action, définir un plan d'action, utiliser un outil de mesure, comprendre comment il fonctionne pour pouvoir le déployer ensuite. Alors, comment vont être pilotés ces ateliers trajectoires? Il va y avoir un trinôme, donc cercle vertueux qui va permettre de tirer le meilleur de ces ateliers de travail. Une luciole qui va piloter, superviser tout au long de l'année la thématique dont elle est en charge, donc Héloïse, Mickaël, Lorraine et Pauline. Et ils seront appuyés par un ou plusieurs experts, donc ils vont être invités aux différents ateliers selon les thématiques. Et un labellisé Lucie, donc là aussi, lors de la consultation qui est en cours, on vous demande de vous positionner si vous voulez participer en tant que labellisé Lucie pour être un pilote lors de ces ateliers et jouer le rôle un peu d'ambassadeur pour nous aider à créer de la dynamique et à entraîner le plus possible la communauté Lucie autour de ces thématiques. Donc voilà, c'est ce trinôme-là qui va permettre de mener à bien les ateliers. Donc en termes de format, on imagine plutôt des ateliers sous la forme de 15-20 personnes, donc ils vont être fait aussi bien en distanciel qu'en présentiel quand ce sera possible. Environ une réunion par mois par trajectoire, donc sur les 4 trajectoires qui ont été identifiées. Un format de 3 heures pour avoir vraiment le temps de travailler, de rentrer en profondeur sur les sujets et pas traiter ça de manière partielle. Et on va aussi mettre en place un outil pour collaborer et échanger entre les ateliers. C'est-à-dire que les ateliers ne vont pas être des one-shots où on se réunit, on travaille. Il va y avoir une continuité qui va être assurée avec cet outil collaboratif pour continuer à échanger des bonnes pratiques, s'entraider, etc. Alors, on va mobiliser des experts inspirants que vous connaissez déjà puisqu'ils ont déjà participé à la convention le 5 novembre dernier, notamment Alan Fustek pourra intervenir notamment sur des outils d'impact comme l'empreinte socio-économique, Hélène Leriche sur la biodiversité, Samuel Sauvage sur les matières premières, avec Lorraine évidemment qui est notre experte et qui va piloter du coup cette thématique-là, Martin Richer sur la partie richesse humaine, l'Institut du numérique responsable, notamment sur la partie numérique responsable traitée dans l'énergie-climat, dans la trajectoire énergie-climat. Et on va aussi continuer notre collaboration avec les Shifters qui ont déjà animé l'atelier lors de la convention. Donc, bien sûr, ce n'est pas une liste exhaustive, hein, on va enrichir cette liste d'experts qu'on va identifier et vous proposer lors des ateliers. Voilà pour ce que nous avions à vous dire. Donc, est-ce que vous êtes prêts à vous engager? Donc, j'espère que la réponse est oui à 100% et je n'en doute pas. Donc, voilà, les prochaines étapes, c'est vraiment de participer à la consultation qui est ouverte aujourd'hui jusqu'au 31 décembre. Et donc, le prochain rendez-vous avec nous,
ce sera en janvier pour les vœux, pour vous annoncer donc un programme affiné pour 2021. Alors maintenant, on a peut-être un petit peu de temps du coup pour quelques questions de la part des participants. Émilie, je te laisse nous dire quelles sont les questions. Alors, très rapidement, puisque on n'a plus beaucoup de temps. C'est ça. Salia, peux-tu préciser ce qu'est l'écologie industrielle de territoire? Ah, alors c'est peut-être Lorraine qui est la mieux placée pour répondre. Mais Lorraine, elle n'est plus là, je pense. Ah, elle n'est plus là, ok. Moi, je vais répondre et puis je file parce que j'ai une réunion qui démarre. Merci à tout le monde pour votre participation nombreuse ce matin. Et avant de filer, je réponds à la question sur l'écologie industrielle. C'est l'idée de reconstituer sur une zone d'activité un écosystème, c'est-à-dire que dans la nature, les déchets de l'un sont les ressources de l'autre. Et on peut faire la même chose avec différentes unités industrielles, c'est-à-dire que dans certains cas, vous avez une unité qui produit, je ne sais pas moi quoi, des graisses qui sont un déchet et qui peuvent être utilisées par une autre unité. Vous avez une unité qui produit, une usine qui produit trop de chaleur, ça peut être réutilisé comment dirais-je, ça peut être réutilisé par exemple pour chauffer des serres, etc. Et donc c'est le fait d'arriver à recréer de l'économie circulaire au sens de flux qui vont d'une unité de production industrielle à une autre, de sorte que le système dans sa globalité produise très très peu de déchets, puisque tout est réutilisé au sein de l'écosystème en question. Voilà, c'est ça le principe de l'écologie industrielle. Exactement, c'est s'inspirer de la nature qui fonctionne en cycle. Donc, en circuit fermé, ouais, c'est ça. Voilà. Bon, je file. À bientôt. Au revoir. Merci, Alan. D'autres questions, Émilie? Oui, je vais en prendre encore quelques-unes. Est-ce que l'obsolescence programmée est prise en compte dans la trajectoire? Évidemment. Si vous avez été attentif, vous avez vu que dans matière première, on travaille sur l'allongement de la durée de vie des produits et des services. Donc, forcément, ça va impliquer de lutter contre l'obsolescence programmée. Et d'ailleurs, Samuel Sauvage, qui était notre expert sur le sujet et qui va continuer à l'être, est président d'une association de lutte contre l'obsolescence programmée. Donc, bien sûr, ce sera au cœur des sujets qui vont être traités. Alors, je vais ensuite poser une question à Pauline. On a eu plusieurs remarques sur l'énergie verte. Peut-être peux-tu préciser le concept? Effectivement, alors je m'attendais à ces questions. En fait, évidemment, l'énergie verte, alors vous l'avez sûrement vu dans la série, l'épisode qui a été fait par Arte sur la partie pollution et émissions en fait, de tout ce qui est éolienne et tout ce qu'on appelle énergie verte aujourd'hui, qui en fait peut être discuté. L'idée, c'est évidemment de pouvoir en discuter et d'avoir un retour d'experts pendant l'atelier sur énergie-climat, un retour notamment du Shift Project, je pense, pendant cette thématique, qui pourrait nous faire un retour et nous expliquer évidemment que la première chose qu'on peut faire, c'est la diminution des consommations avant évidemment de consommer d'autres énergies. Exactement. En fait, c'est surtout comment on peut décarboner, mais sans pour autant se lancer dans des énergies dites vertes et sans se poser de questions sur les impacts aussi de ces énergies vertes. Donc, il s'agit de choisir en fait d'abord de réduire ses consommations, ses consommations d'énergie. Ça, c'est le premier levier. Et ensuite, pour l'énergie dont nous avons besoin minimum pour fonctionner, c'est quelle est la meilleure énergie à utiliser au regard des impacts que ça peut avoir et du contexte local en fait qu'on a. Je vais vous poser une dernière question qui est importante pour la suite. Donc, comment fait-on pour s'inscrire dans les groupes de travail, si tu peux le repréciser, Salia? Alors, la consultation qui est ouverte là en ce moment vous permet de vous exprimer, de savoir sur quelle thématique vous voulez, sur quelle trajectoire vous voulez participer. Et puis par la suite, nous allons de toute façon
envoyer des invitations pour les différents ateliers. Donc nous, on aura préidentifié lors de la consultation les personnes intéressées et on pourra vous relayer ça par la suite pour que vous puissiez vous inscrire quand même si vous n'avez pas participé à la consultation. Mais je vous invite quand même à le faire parce que c'est important pour nous que vous validiez les enjeux. Très bien, je vous remercie. C'est tout bon, donc merci beaucoup encore une fois d'avoir participé aujourd'hui à cette restitution. Donc on vous donne rendez-vous en janvier prochain pour la nouvelle année, pour vous annoncer le programme validé, en tout cas pour l'année 2021. Et d'ici là, on vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et on espère vous retrouver nombreux début d'année prochaine. Merci à tous. Merci à tous. Merci à toutes et à tous. Très belle journée. À très bientôt. À toute l'équipe. Au revoir. Au revoir.